l'histoire des femmes, on doit accepter d'aller plus loin que le simple fait d'identifier quelques femmes qui ont figuré dans le passé collectif. Il faut examiner de quelle manière s'est construite l'invisibilité historique des femmes et comment les femmes ont ouvert les chemins de leur émancipation, ce qui constitue un événement majeur de l'histoire du XXe siècle. Il faut modifier le récit historique et il faut considérer le passé autrement. On n'ajoute pas l'idée que la Terre est ronde à l'idée que la Terre est plate. Il faut accepter de tout recommencer. Si on entend souvent de nos jours qu'il faut désormais inclure les femmes, les Premières Nations, les communautés culturelles dans le nous collectif, c'est que ces groupes ne figuraient pas dans le nous, dans la définition traditionnelle de ce nous. Ce qu'on ajoute n'était pas là, on n'en sort pas. Le sujet de l'histoire du Québec a toujours été un sujet masculin. Objet, sujet. Les deux mots sont constamment confondus. Quel est le sujet de votre thèse, de votre recherche, de votre livre? Non. Il faut dire quel est l'objet de votre thèse, de votre recherche. Vous êtes le sujet de votre recherche. Un exemple pourra nous faire comprendre. Vers la fin des années 80, le délégué de l'Espagne à l'ONU a présenté à ses collègues un projet pour souligner dignement les 500 ans de la découverte de l'Amérique en 1992. Les délégués en provenance des pays africains ou asiatiques ou même latino-américains ont poliment fait remarquer qu'ils n'avaient aucunement l'intention ou le désir de célébrer le début de la mainmise de l'Europe sur leurs ressources et leur population. Manifestement, le délégué de l'Espagne posait l'Europe comme sujet de l'histoire de la découverte de l'Amérique, ce qui ne convenait guère aux représentants des autres continents. Pour eux, l'année 1492 marquait plutôt le début de la curée de l'impérialisme européen et du colonialisme. Ils n'y voyaient aucune raison de célébrer. Le sujet de l'histoire reste donc encore masculin et occidental. Pendant des décennies, l'histoire des pays d'Afrique commençait lorsque le premier Européen y débarquait. J'ai même vu déjà un livre qui s'intitulait « Histoire de la gynécologie ». Et le livre commençait lorsque tel jour, un docteur avait accouché telle reine d'un prince. Ça faisait des milliers d'années que les femmes accouchaient les autres femmes, mais ça, ce n'était pas de la gynécologie. Il faut qu'un homme s'en occupe pour que la gynécologie apparaisse. Par ailleurs, l'histoire vient à peine d'être investie par les femmes. Il ne faut donc pas se contenter d'ajouter les femmes, il faut examiner dans quelles circonstances et à quel moment les femmes ont pris en main leur destin, se sont posées en sujet de l'histoire. Il faut modifier le récit historique. Mon exposé aura 4 parties inégales. Puis là, bien, je vais répéter les choses que M. Perrault a dites. Mon parcours d'historienne, mon diagnostic sur l'influence de l'histoire des femmes en 2000, mes nouvelles recherches et mon projet « Il faut modifier le récit historique ». En 1968, la commission Byrd sur la situation de la femme au Canada est en place. Audience publique, présentation de mémoire, grande mobilisation au sein des organisations féminines. Une de mes amies, Monique Bégé, en est la secrétaire générale et la commission fait faire des recherches ponctuelles. On me commande une histoire de la condition de la femme dans la province de Québec. Après tout, je suis historienne. Je n'ai jamais rien lu sur la question, mais pourquoi pas? Commencée en mai, cette recherche est terminée en août. Je me demande encore comment j'ai fait. Il n'y avait pratiquement rien sur la question. Quelques livres pieux, 2 articles dans la RHAF, et c'était la même situation en France, au Canada anglais, aux États-Unis. Je dois dire que sans l'assistance de la bibliothécaire de la salle Gagnon à la bibliothèque municipale, mademoiselle Marie-Antoinette Baboyant, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, je n'aurais pas pu faire grand-chose. J'ai expliqué récemment dans un bref article l'origine et la constitution intellectuelle de ce texte de 50 pages, ce qui m'a permis de constater a posteriori que mon approche était féministe, mais qu'à l'époque, je n'en avais nullement conscience. Mais j'avais posé les Québécoises comme sujet
de leur histoire. C'était la grande nouveauté. J'ai communiqué mes remarques sur la traduction anglaise en juin 69, quelques heures avant d'accoucher, sur rendez-vous, comme on pouvait le faire en ce temps-là quand on se croyait une femme organisée. Cette recherche a alors complètement disparu de ma vie et de mes préoccupations. Mon plan était très traditionnel. Il ne peut pas être plus traditionnel que ça. Le régime français, le 19e siècle, le 20e siècle. Mais le contenu était nouveau. Les fondatrices comme responsables d'un apport social et économique, les contraintes juridiques, la vocation religieuse comme indice de la seule voie de promotion sociale pour les femmes, le mythe de la mère, les conquêtes des femmes au 20e siècle. Mais je lis aujourd'hui la dernière phrase avec consternation, car le texte se terminait ainsi. La dernière génération de femmes arrive à l'âge adulte sans même remettre en question son droit aux études universitaires, au salaire égal, à la participation à la vie politique et économique. Dans une société désormais transformée, elles songent davantage à agir qu'à revendiquer. Au fond, elles ne demandent que de meilleurs moyens d'action. Car la société n'était nullement transformée et je ne le voyais pas. La liste des questions qui avaient échappé à mon enquête historique était interminable. Je l'ai réalisée rapidement. Le caractère patriarcal de toutes les institutions, la discrimination systémique, la violence contre les femmes, la législation sur la famille, la gratuité du travail des femmes, l'absence des femmes dans les instances politiques, les stéréotypes sexuels, les femmes des Premières Nations, les immigrantes, la contraception, etc., etc. Cette recherche a été publiée en 1971, en même temps que le rapport de la commission Byrd. Vous voyez le titre, là, c'est écrit au dactylo. C'est très, 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 très artisanal comme texte. Vous notez le caractère complètement démodé du titre. Situation. Ce mot est maintenant proscrit de la pensée féministe, car il rend les femmes dépendantes d'un État qu'on leur impose. La femme. Il faut noter qu'au singulier, la femme est objet d'un discours. Et les femmes sont un objet d'appropriation. Pensez à l'expression « le vin, les femmes »,« wine, woman and songs ». Moi, chaque fois que j'entendais ça, comment ça se fait? Une bouteille de vin pour les femmes, là, c'est le même... J'étais toujours outrée. Car, bon, excusez-moi, je m'excite. La province de Québec, on ne dit plus jamais ça, hein? Je pense que c'est la dernière fois que ce mot-là a été écrit sur un livre. Cette publication m'a valu plusieurs invitations à des conférences. À la toute première, j'avais affirmé que les groupes de femmes étaient une perte de temps et d'énergie. Et une journaliste présente en avait fait sa manchette. Les associations féminines entraînent un gaspillage de potentiel et d'énergie. Je fais ce soir amende honorable. Mais cette expérience m'a fait réaliser que l'histoire des femmes n'était pas un objet que les autres. L'histoire des femmes posait les femmes comme sujet de l'histoire, cela changeait tout. Je découvrais que la révélation de leur histoire était mobilisatrice pour les femmes. Chaque conférence, et j'en donnais régulièrement, m'en convainquait davantage. En 1973, j'ai participé pour la première fois au congrès de la Société historique du Canada, dans le tout premier atelier consacré à l'histoire des femmes au Canada. C'est là que j'ai formulé mes premières remarques théoriques sur l'histoire des femmes. Il y avait foule et la discussion se tenait en anglais. J'ai rencontré des historiennes canadiennes, j'ai discuté, j'ai acheté des livres. L'aventure venait de commencer. J'ai décidé d'offrir un cours sur l'histoire des femmes au Québec en 1976. Réalisant que le matériel de ma recherche originale était loin de suffire à documenter l'ensemble de la question, j'ai demandé une subvention au CRSH. La subvention a été refusée. Et les commentaires reçus me convainquaient que j'avais du chemin à faire, des livres à lire, des concepts à explorer, des problématiques à esquisser pour faire vraiment l'histoire des femmes. Je me suis mise à l'ouvrage. J'ai lu des ouvrages américains, français. Je plongeais de nouveau dans l'inconnu. Écrire l'histoire des femmes exige que le récit s'organise autour de concepts. Ce n'était pas facile de s'orienter car les concepts étaient nombreux et souvent difficiles à présenter. En voici une petite liste. Égalité,
différence, subordination, oppression, les gens se disputaient sur les deux mots, libération, genre, rôles sociaux de sexe, nature, culture. Et j'ai reçu des invitations. Invitation au tout premier colloque de la recherche féministe à l'UQAM en 1978, invitation à collaborer au 3e tome de la série Idéologie au Canada français par une étude des revues féminines après 1940, et l'invitation à l'aventure du collectif Clio. Alors, voici donc notre équipe. Alors, en bas, c'est moi, Marie Lavigne, à gauche, Jennifer Stoddart en haut et Michel Jean à droite. La rédaction a duré 3 ans, 4 fois 9 mois, avions-nous dit, et a représenté pour moi l'aventure la plus stimulante de ma vie. En voici le plan et les césures. 1617, bon, excusez-moi, il faut que je vous montre notre belle couverture, avec une machine à coudre qui écrit. C'était ça qui était nouveau. Les femmes étaient assignées à la couture, mais nous, on les a faites écrire. Donc, 1617, l'arrivée de la première française, c'était la première partie, les commencements. 1701, l'hôpital général de Québec, la stabilité. La crise économique de 1832, les bouleversements. Le changement de siècle, les contradictions. Le suffrage féminin, l'impasse. L'apparition du féminisme radical, l'éclatement. Vous devez noter l'absence de faits absolument incontournables en histoire du Québec, la traite des fourrures, la conquête, la confédération, la révolution tranquille. Ce livre a rencontré immédiatement un grand succès, 25 000 copies, plus de 32 comptes rendus. Et par la suite, j'ai entrepris, à sa demande, une recherche avec Nadia Famihide de l'UQAM sur l'éducation des filles. Pendant que nous mettions en place l'équipe du groupe de recherche sur l'histoire de l'éducation des filles, nous avons publié Maîtresse d'école, maîtresse de maison en 1983. Occasion de réunir quelques textes, des inédits, des communications savantes qui méritaient une plus large diffusion. Et je collaborais également à un livre similaire dirigé par Marie Lavigne et Yolande Pinard, travailleuses et féministes. J'ai oublié la diapo. Des collaboratrices de ces 2 livres, peu sont restées en histoire des femmes. Marie-Paule Malouin et Martha Danilewicz sont malheureusement décédées. Michel Jean, Marie Lavigne, Jennifer Stoddart, Marie Stivierge, Francine Barry, Francine Fournier ont œuvré dans la haute fonction publique. Les autres ont poursuivi leur travail de recherche et d'enseignement. En 1986, Nadia et moi avons pu publier les résultats de notre recherche, les Couventines. Dans notre équipe, chaque étudiante, il y avait une quinzaine d'étudiantes, avait la mission d'explorer 1 ou 2 congrégations religieuses selon un plan que nous avions élaboré. Chacune allait dans les archives. Là. Chacune a rédigé une monographie de plus de 100 pages sur sa congrégation. Une quinzaine de monographies ont été rédigées. Nous avons également fait une grosse recherche iconographique et des entrevues avec des ex-couventines. Nous avons publié une bibliographie de 900 titres. Les chapitres ont été rédigés par les responsables de la recherche, Nadia et moi, et les assistantes seniors de l'équipe, Ruby Heap d'Ottawa, Joanne Daigle de Laval, Marie-Paule Malouin, une historienne malheureusement décédée, Lucia Ferretti de Trois-Rivières. Parmi les découvertes, le pensionnat n'est pas une institution homogène. Il y avait des pensionnats pour tous les milieux sociaux. Il y avait des congrégations spécialisées dans l'enseignement des petites écoles de campagne. Le discours sur l'éducation des filles était véhément et il s'est transformé au cours des décennies. Les amicales d'anciennes ont joué un rôle significatif. Les pensionnats permettaient de former des institutrices à un coût nul pour l'État. Pendant ce temps, la machine Histoire des femmes continuait son parcours. Le livre a été traduit en anglais en 1987. J'ai alors obtenu une année sabbatique et j'en ai profité pour rédiger une petite brochure sur l'histoire de l'éducation des filles pour la Société historique du Canada, qui résumait l'état des connaissances sur la question. Ça commençait en 1639, l'arrivée des Ursulines s'arrêtait en 1960. C'est un texte de vulgarisation. Les années 1980 avaient été remplies d'événements. Nous avons décidé de mettre le livre du collectif Clio à jour, car le premier tome s'arrêtait en 1979.
Alors, c'est la deuxième édition de l'histoire des femmes au Québec depuis 4 siècles. On est passé du rose au bleu. Et nous avons modifié le plan. L'impasse est devenue la transition et l'éclatement est devenu l'éclatement et l'affirmation. Il se développait désormais en 6 chapitres: l'éducation, le travail, la famille, la création artistique, la sphère politique. Le livre se terminait sur la liste des enjeux qui attendaient les femmes dans le prochain millénaire. Par la suite, Nadia Famille-Ide a entrepris seule avec une nouvelle équipe une recherche sur les professions du paramédical. De mon côté, j'ai entrepris de nouvelles recherches sur le financement de l'éducation des filles et sur la formation professionnelle des filles, Business College, Beaux-Arts, musique. Plus de 12 étudiantes ont préparé des mémoires de maîtrise avec moi. Ma présence au comité de rédaction de la revue Recherche féministe de Québec, l'Université Laval, a suscité la préparation d'un numéro spécial sur l'histoire des femmes, projet que j'ai dirigé avec Nadia Famille-Ide. Dans ce numéro, nous présentions des recherches sur les rapports entre l'histoire et la mémoire, l'histoire du féminisme, la méthodologie de l'histoire orale pour l'histoire des femmes, le roman historique au féminin, l'importance de la mémoire des femmes, les infirmières de colonie, qu'on envoyait faire toutes sortes de choses sans se poser des gros problèmes comme ils font maintenant pour les fameuses infirmières, la vieillesse des femmes, les femmes cinéastes. Par la suite, j'ai décidé de réunir des articles déjà parus sur les religieuses et d'ajouter des textes inédits puisés justement dans les communications reliées à mes projets de recherche sur le financement de l'éducation des filles, cheville ouvrière de la discrimination contre les femmes. J'ai trouvé un titre punché, « Les religieuses sont-elles féministes ?», mais il a très mal informé sur le contenu du livre. J'ai été fort déçue du peu retombé de ce livre qui a toujours été placé dans les livres religieux dans les librairies. Il contenait des informations, puis j'ai vu des gens éclater de rire en voyant le titre. Bon, selon moi, le livre contenait des informations, selon moi, essentielles, notamment sur le financement de l'éducation, sur le fait que l'État et toute la société comptaient sur le travail gratuit des religieuses pour faire fonctionner tellement de services et sur les aspirations professionnelles des femmes. Que tant de femmes aient souhaité passer leur vie en dehors dans la famille, dans la société, cela pouvait être subversif. Le vernis religieux a dissimulé bien des réalisations. Mais bien sûr, je n'étais pas seule dans le champ de l'histoire des femmes durant les 2 dernières décennies du 20e siècle. Les historiennes étaient très nombreuses. André Lévesque, Denise Baillargeon, Nadia Famille-Ide, Ruby Heap, Aline Charles, Bettina Bradbury, Yolande Cohen, Nicole Thivierge, Madga Ferny, Suzanne Dalton, Susan Mann, André Dufour, Louise Bienvenue. Et aussi des chercheuses dans les disciplines sœurs qui font des recherches à caractère historique, Nicole Lorrain, Danielle Juteau, Marie-André Bertrand, Denise Lemieux, Renée Dandurand, Louise Toupin, et bien sûr, j'en oublie plusieurs. Puis là, j'ai commencé à mettre la liste de toutes celles que j'avais oubliées, là, mais je vais laisser faire. Seconde partie de l'exposé, mon diagnostic sur l'influence de l'histoire des femmes au Québec. Depuis le milieu des années 70, des revues, des centres de recherche, des centres d'études féministes avaient été mis en place un peu partout. Venue de la Nouvelle-Écosse, une revue bilingue, Atlantis, A Women's Studies Journal, revue d'études sur les femmes, était publiée régulièrement depuis 1975. Les éditrices ont voulu souligner le 25e anniversaire par un numéro spécial sur l'histoire et m'ont réclamé un article sur l'histoire des femmes au Québec. J'ai proposé de mesurer l'influence de l'histoire des femmes sur l'historiographie québécoise. Entreprise dangereuse. J'ai donc conçu une grille d'analyse en 4 degrés pour évaluer les ouvrages. Premier degré, occultation, caractérisée par l'absence de la réalité des femmes dans des objets d'études qui auraient pu le permettre. Un très grand nombre d'ouvrages publiés se classaient toujours dans cette catégorie. Deuxième degré, présence compensatoire, illustrée par des entrées dans l'index, des photos, de brèves sections dans le texte, des encadrés. C'était la catégorie où se retrouvaient la plupart des ouvrages. Intégration partielle, illustrée par la présence de la réalité des femmes dans la table des matières, donc dans le contenu même du texte,
et des références bibliographiques pertinentes. Quelques rares ouvrages s'y retrouvaient. Enfin, intégration conceptuelle qui infléchit la ligne directrice de l'ouvrage, emprunte des concepts venus de l'histoire des femmes. Mon analyse était plutôt décourageante. Pratiquement aucun ouvrage ne se retrouvait dans cette dernière catégorie. Le seul, à vrai dire, était une synthèse écrite par une historienne anglophone, The Dream of Nation, de Susan Mann, parue en 82, qui faisait intervenir simultanément les méandres du nationalisme et du féminisme au XXe siècle pour expliquer le développement de la nation québécoise. Mais ce livre a eu très peu d'influence. Voici quelques autres exemples de mon analyse. Sur les 61 récompenses décernées par l'IHAF à des ouvrages d'histoire, 9 seulement ont été décernés à des ouvrages en histoire des femmes. Le tiers des ouvrages primés ne font aucune référence à la réalité des femmes. Enfin, toute cette analyse ce serait interminable, comme mon article d'ailleurs. Parmi tous les constats, je n'en présenterai qu'un seul. L'histoire du Québec contemporain. Le premier tome de l'histoire du Québec contemporain, paru en 1979, avait fait sensation. En intégrant 2 chapitres concernant spécifiquement les femmes dans sa synthèse. Un chapitre sur la subordination des femmes et le second sur le premier mouvement féministe, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, créée en 1907. Il se situait dans la 3e catégorie de ma typologie, intégration partielle de l'histoire des femmes. Surtout, il ne dépassait pas la problématique de l'égalité formelle. Le mot « égalité » figurait pratiquement à tous les paragraphes. L'état de la recherche en 1979 pouvait expliquer cette situation. Ce premier volume s'arrêtait au seuil de la crise économique des années 30. La publication du second volume s'est fait attendre jusqu'en 1986. Entre-temps, l'histoire des femmes avait fait des pas de géant. Elle était enseignée dans les majorités des départements. Les professeurs avaient mis en chantier des projets de recherche. Les mémoires de maîtrise et les thèses se terminaient avec régularité. On publiait de nouveaux recueils d'articles, des monographies. Des articles étaient acceptés dans les revues savantes. Or, la publication du tome 2 de l'histoire du Québec modifiait quelque peu le modèle présenté dans le premier volume. Un seul chapitre est consacré de manière spécifique à l'histoire des femmes, le chapitre 42. Le mouvement des femmes. Résumant rapidement l'ébullition des mouvements féministes au Québec après 1965, ce chapitre proposait par ses sous-titres une conception étriquée de la révolution produite par le mouvement des femmes. Sous la permanence des changements, ça c'était le début, sous le changement des permanences, ça c'était la fin. Et le mot égalité a été utilisé à toutes les pages. On ne fait pas mystère, en effet, que le critère primordial de base reste l'égalité avec les hommes, occultant de ce fait l'oppression spécifique des femmes qui avait été proposée par les divers groupes du féminisme dit radical. Le droit des femmes à contrôler leur fécondité ne figurait même pas dans ce chapitre, alors que la lutte pour le droit à l'avortement et à la contraception a constitué un élément central de la lutte des femmes. Par ailleurs, les sections consacrées à la démographie, notamment le chapitre 14 sur le baby boom ou le chapitre 30 sur l'impact des générations, qui abordent la question de fécondité, nuptialité, contraception, avortement, présentent ces phénomènes comme autant de réalités neutres, en omettant le rôle actif et politique du mouvement des femmes et de l'ensemble des femmes, si puissant pour expliquer l'origine des transformations sociales qui se sont produites. D'un point de vue méthodologique, ce choix de ne pas confiner les questions d'histoire des femmes dans des chapitres spécifique était excellent. Et les auteurs voulaient éviter une stratégie qui confinerait l'histoire des femmes à part. Fort bien. En examinant par suite le texte, on comprend que les auteurs ont voulu tenir compte de la réalité des femmes, mais qu'en dehors de l'analyse de la situation des travailleuses salariées, ils n'ont pas vraiment introduit la réalité des femmes ou leurs actions politiques dans la base de l'explication historique. C'est donc dire que le mouvement des femmes n'est pas considéré comme un mouvement politique. La problématique d'ensemble n'a pas été modifiée, le mot « femme » a été ajouté ici ou là, des phrases ont été insérées sans plus. Les recherches nouvelles sur les congrégations religieuses féminines, sur l'éducation des filles, sur les modèles culturels féminins, sur les femmes immigrantes, sur la fécondité des femmes, sur les rapports famille et pouvoir, sur les infirmières, sur les femmes collaboratrices, sur la syndicalisation des femmes, sur les associations et les revues féminines, sur la participation politique des femmes, sur le rôle des femmes dans la vie culturelle, sur l'écriture et l'expression artistique des femmes en tant que femmes, toutes ces recherches n'apparaissent pas.
Par conséquent, la ligne directrice de l'ouvrage n'a pas été influencée par l'analyse de la réalité des femmes ou celle de leurs actions politiques. Le caractère patriarcal des institutions, des législations, de l'organisation sociale et économique n'est nulle part souligné et expliqué. Les analyses féministes ne sont pas présentes. L'histoire des femmes au Québec, champ pourtant très bien labouré, demeure encore un champ bien clos. C'était le titre de mon article, un champ bien clos. Le champ était bien labouré, mais les fruits ne sortaient pas du champ. Troisième partie, mes nouvelles recherches. Cet article faisait état d'un certain découragement, mais je venais de prendre ma retraite et je me disais, voici enfin le temps d'écrire tous les livres que je veux écrire depuis si longtemps. J'avais régulièrement publié la plupart du temps par commande des textes théoriques sur la pratique de l'histoire des femmes. Ils étaient dans des revues confidentielles et le plus souvent introuvables. J'ai donc publié « Découvrir la mémoire des femmes » parce que j'ai réuni les plus importants en volume. Dans ce livre, j'ai également tenu à exposer le contexte qui entourait chaque publication et qui permettait de suivre l'évolution des débats qui avaient cours au Québec comme en France et aux États-Unis. Alors, les idées principales du livre, l'histoire comme nouveau champ de recherche, la nécessité de théoriser l'expérience historique des femmes, la critique de la pratique androcentrique de l'histoire, les pièges de documenter la différence des femmes, l'exigence de poser les femmes comme sujet de l'histoire, l'hésitation entre les perspectives françaises et perspectives américaines en histoire des femmes, la nécessité de la déconstruction des idées reçues et la révélation de la construction de l'invisibilité historique des femmes. C'est un livre difficile, mais il résume bien des débats importants qui ont eu lieu chaque côté de l'Atlantique. Or, sur les entrefaites, un collègue préparait une anthologie de la pensée politique au Québec, le rouge et le bleu. Il me réclame 1 ou 2 textes écrits par une femme. Bon, il semble bien que l'exigence d'introduire la réalité des femmes dans l'histoire commence à se concrétiser. Je lui envoie rapidement une liste de 12 textes. Il n'en a retenu que 2. Je me suis dit, c'est vraiment la place des femmes dans l'histoire. Toujours ma catégorie 2, présence compensatoire. J'ai pris alors la décision de publier une anthologie des écrits politiques des femmes, puisque les historiens dans les recherches ne les voient pas. J'ai alors sollicité la collaboration de Louise Toupin, une militante féministe radicale des années 70, qui avait poursuivi des études en sciences politiques. La moisson de textes retrouvés était si abondante que nous avons dû arrêter en 1985 et supprimer la dernière partie prévue dans le devis initial. Voici notre livre « La pensée féministe au Québec ». C'est un ouvrage de 750 pages qui présente 186 textes variés, chacun mis en contexte et accompagné de textes historiques sur les périodes présentées et les thèmes abordés. Qui osera dire qu'au Québec, le féminisme venait d'ailleurs et qu'il était conservateur? Nous voulions transmettre l'héritage. L'ouvrage comportait 3 parties. Le féminisme et les droits de la femme, 1900-1945. Le féminisme comme groupe de pression, 1945-1985. Le féminisme comme pensée radicale, 1969-1985. Il faut noter ici que les 2 dernières parties se chevauchent, illustrant ainsi la polyphonie du mouvement féministe. La 4e partie aurait été intitulée « Aperçu du féminisme québécois à l'aube du 3e millénaire ». Elle attend quelque part dans nos tiroirs. Sur les entrefaites, une collègue, André Dufour, qui était une de mes premières étudiantes, me propose de publier un recueil d'articles sur l'histoire des institutrices. Nous en avions une liste d'au moins 16, mais ce type d'ouvrage n'est pas favorisé par les éditeurs. On nous a proposé plutôt de rédiger une synthèse à partir des conclusions des articles que nous voulions publier, nous partageant équitablement les 6 chapitres. C'était la publication, en 2004, de Brève histoire des institutrices au Québec, de la Nouvelle-France à nos jours. Cet ouvrage contenait plusieurs informations inédites sur l'histoire l'école en Nouvelle-France et surtout au 19e siècle,
la discrimination qui frappe les pensions des institutrices, les écoles normales, la professionnalisation de la fonction d'institutrice, la syndicalisation des institutrices. Donc, je faisais la constatation que les femmes ignoraient l'ancienneté. Cela m'avait été révélé au moment de multiples conférences suscitées par la publication de La pensée féministe au Québec. Et je voulais rejoindre surtout les femmes de la nouvelle génération qui étaient tombées dans le féminisme au moment de leur naissance et qui ne trouvaient plus le féminisme tellement nécessaire. J'ai donc fait le projet d'écrire un ouvrage de vulgarisation sur l'histoire du féminisme québécois. Pour m'assurer de sa lisibilité, j'ai demandé à ma petite fille Camille, alors âgée de 15 ans, de lire le manuscrit. Elle m'a signalé les mots difficiles, les incompréhensions, et j'ai tenu compte de ses suggestions. Le féminisme québécois a raconté à Camille. Ce livre, divisé en 5 parties, comprend 34 courts chapitres qui se terminent tous par une question, comme dans les romans policiers, afin d'inciter la lectrice à tourner la page. Est-ce que les féministes vont réussir? Ah! Est-ce que cette stratégie aura donné des bons résultats? Puis là, tu tournes la page pour savoir ce qui est arrivé. Il a suscité un nombre assez grand de conférences, je ne les compte plus. Et il a été surtout acheté par les grands-mères. Les parties du livre sont « Les femmes s'organisent » 1893-1913, « Les féministes exigent de voter » 1913-1940, « Devenues citoyennes, les femmes tentent de prendre leur place » 1940-1969, « La grande ébullition féministe » 1969-1980, « Au travail pour changer le monde » 1981-2005. Le livre a été traduit en anglais par la Feminist History Society en 2012. Il s'appelle « Féminisme à la québécoise ». La grande histoire refuse de le reconnaître, mais la lutte féministe au 20e siècle représente la seule révolution qui ait produit tant de résultats permanents dans la société sans verser une seule goutte de sang. Les femmes sont sujets de l'histoire. J'avais vraiment le sentiment du devoir accompli. 4e partie, mon combat pour modifier le récit historique. Car la recherche en histoire des femmes a beau avoir presque un demi-siècle, elle a peu entamé la conception traditionnelle de l'histoire. Circuler dans une bibliothèque universitaire permet de comprendre que l'histoire des femmes n'entre pas dans la cote réservée aux livres d'histoire. Ils ne sont pas là. Ils sont dans la cote femmes, où sont classés tous les ouvrages qui concernent les femmes, des plus futiles aux plus sérieux. Fréquenter une librairie permet la même constatation. Les rayons débordent de livres sur Napoléon, les guerres, les rois, l'Égypte, la Grèce, le Moyen-Âge. On cherche en vain une trace du choc qu'auraient pu produire les travaux en histoire des femmes. Les livres sont placés en sociologie, en communication. J'en ai trouvé en puériculture. L'ouvrage de Denise Baillargeon, Un Québec en mal d'enfants, un des ouvrages les plus extraordinaires en histoire des femmes, classés dans les livres de puériculture. Ouf! On objectera parfois que l'histoire doit être objective, que l'histoire des femmes est subjective, qu'elle est biaisée. Tout point de vue qui prétend se situer dans une position extérieure est nécessairement limité et mystificateur. Une anthropologue de l'Université Laval, Huguette Dagenet, écrit « Ce sont les rapports de pouvoir patriarcaux présidant à la production des connaissances dans le passé et au maintien des femmes hors des sphères de la production du savoir qui ont fait que la légitimité scientifique en vint à être associée au genre masculin plutôt qu'à la justesse de l'explication. » Pour reprendre une expression d'Adrienne Rich, on pourrait dire que l'objectivité est le nom que l'on donne dans la société patriarcale à la subjectivité mâle. Même si la plupart refusent de l'admettre, les hommes ont un grand investissement émotif dans l'objectivité. Bien entendu, cette position critique n'élimine aucune rigueur dans la démarche qui reste une condition fondamentale de la recherche. Je suis sans doute susceptible.
Mais je dois confesser la colère qui m'a animée quand j'ai vu et examiné dans une librairie en décembre 2012 l'ouvrage de Éric Bédard, « Histoire du Québec pour les nuls ». J'ai protesté dans Le Devoir que dans ce livre, les femmes n'étaient nulle part. Et l'auteur m'a répondu que les femmes étaient omniprésentes. Vraiment? Ce livre figurait tout à fait dans ma seconde catégorie, présence compensatoire. Une analyse du texte démontrait 4 mentions dans une table des matières qui contient 103 sections. 2 mentions, 2 dans une chronologie de 180 dates. L'ouvrage se caractérise par la présence d'icônes variées pour attirer l'attention, ainsi que l'introduction d'encadrés placés en marge du texte. Quel est le résultat de cette stratégie éditoriale? La cueillette est dérisoire. 14 encadrés sur 74. En fait, c'est là que les femmes sont. Une anecdote sur 9. Un portrait sur 21. Aucune date clé sur 36. 2 rubriques, le saviez-vous, sur 36. Aucune rubrique, n'oubliez pas, sur 6. Qui dit mieux? Les femmes ne figuraient pas dans la trame historique ou la ligne directrice de l'ouvrage qui demeure étroitement politique, sans ouverture sur l'ensemble de la société. Lire ce livre, c'était avoir la nostalgie de l'histoire du Québec contemporain que j'ai tellement critiqué tout à l'heure. Mais cet ouvrage plaisait, il vient d'être réédité. Je voudrais maintenant donner quelques exemples de ce qui pourrait être introduit dans le récit historique. Les filles du roi. Les filles du roi figurent obligatoirement dans le récit de la Nouvelle-France. Que retient-on de leur réalité? Essentiellement, leur fécondité. Les démographes parlent de la durée utile du mariage. À quoi donc pouvaient servir ces femmes quand elles dépassaient 40 ans? On note souvent que sur les immigrants qui sont venus de France, plus de 45% sont retournés en France. Mais 90% des femmes qui sont venues seules, les filles du roi, sont demeurées ici. Le collectif Clio avait déjà noté en 82 que les engagés signaient un contrat de 3 ans. On les surnommait les 36 mois. Ils pouvaient donc retourner en France. Mais les femmes, elles, signaient un contrat de mariage, indissoluble comme de raison. Ce constat n'a pas encore réussi à pénétrer dans le récit traditionnel. Il me semble pourtant fondamental car il constitue une structure fondamentale du double standard sexuel qui continue de marquer la vie en société. La perte du droit des femmes. En 1791, l'Angleterre établit l'acte constitutionnel, à une histoire politique, ça c'est sérieux, qui met en place la démocratie canadienne. Cet événement a lieu moins de 20 ans après la Révolution américaine et en même temps que la Révolution française, les 2 temps forts de la démocratie moderne. Or, dans ces 2 pays, la citoyenneté est rigoureusement masculine. Les femmes ne sont pas citoyennes. Leur rôle est de faire des citoyens. Elles n'ont pas le droit de suffrage, lequel, au demeurant, est attribué à ce moment-là à une petite minorité d'hommes. Or, l'acte constitutionnel de 91 ne précise pas l'exclusion des femmes du suffrage. L'exclusion des femmes de la citoyenneté est pourtant une idée phare de la science politique au 18e et 19e siècle. La Constitution canadienne est donc exceptionnelle. Effectivement, les femmes qui souscrivent aux conditions de l'électeur, elles forment un petit 2%, ont droit de vote. Et on le sait maintenant, elles votent à plusieurs des élections. Un mémoire de maîtrise de Nathalie Picard l'a démontré en 1992. Des centaines de femmes ont voté et elles viennent de toutes les classes de la société. Le phénomène est assez important pour qu'on se serve de la présence ou de l'absence des femmes à un scrutin pour tenter de faire annuler une élection. Vous savez, les stratégies électorales, c'est aussi ancien que les élections. C'est une stratégie électorale et non un plaidoyer ou un réquisitoire sur le vote des femmes. Les documents constitutionnels sont remplis de tels débats. Débats où les femmes ne participent pas, bien entendu. Il me semble que le fait est plutôt remarquable. Or, il n'a été étudié qu'en 1928 à la Société royale du Canada par un historien canadien, William Riddle. Dans son article, on apprend aussi que les patriotes ont pris la décision de priver les femmes de leur droit de vote en 1834
Et à leur suite, divers parlements ont statué sur l'exclusion des femmes du suffrage, jusqu'à la Confédération qui précise que les femmes ne sont pas des personnes. Est-ce que ce ne sont pas là des informations importantes? Elles sont là dans les documents, les historiens les ont forcément lus, mais ils n'en disent mot. C'est de cette manière que les femmes n'entrent pas dans le récit historique. Les congrégations religieuses féminines. Le Québec est célèbre pour le grand nombre de fondations de congrégations religieuses et surtout le grand nombre de vocations. Le phénomène n'est pas exclusif au Québec, sans doute, on le retrouve dans tous les pays catholiques. C'est le nombre relativement à la population qui est exceptionnel. Les historiennes et les sociologues se sont justement penchés sur cette question fondamentale. Elles ont conclu d'une part à une expression des aspirations sociales des femmes et d'autre part à une appropriation du travail des femmes par les autorités civiles et religieuses. La démonstration de Nicole Lorrain et Daniel Juteau est impressionnante. D'autres ont documenté les cas d'ingérence épiscopale dans le gouvernement des congrégations, les Sœurs de Sainte-Anne, les Sœurs de la Providence, les Sœurs de Sainte-Marthe, les Dominicaines de l'Enfant Jésus, des histoires terribles. Ces interprétations ne réussissent guère à s'insérer dans les ouvrages d'histoire religieuse. Ces ouvrages passent ainsi à côté d'une analyse du caractère foncièrement patriarcal de l'Église et de la société. On se contente le plus souvent de mettre les titres dans la bibliographie. La fécondité des Québécoises. La revanche de Berceau. Que de couplets ont été écrits sur ce thème. Et pourtant, dès 1983, Marie Lavigne avait démontré dans un article percutant que j'aimerais citer en entier que contrairement à une idée reçue, le taux de natalité des Québécoises a commencé à se modifier en même temps que celui des autres provinces et que leur expérience de la fécondité est plurielle. Les femmes se sont partagées entre elles la reproduction et il apparaît clairement que parmi les femmes nées au tournant du 20e siècle, l'histoire de la mère de familles nombreuses est celle d'une minorité. Elle fait des analyses là, des recensements. L'impact de cette minorité prolifique sur les statistiques a été immense. À elles seules, elles ont fait grimper les taux de fécondité et la taille moyenne des familles. Et c'est à partir de ces moyennes que se sont échafaudées les théories sur la fécondité des Québécoises. 15% des femmes en 1900 n'ont pas d'enfants. 20% des mères fabriquent 50% de tous les enfants. Pensez-y. Cette interprétation novatrice ne réussit pas du tout à pénétrer dans le récit historique traditionnel. Marie Lavigne conclut, ce n'est qu'en utilisant de nouvelles méthodologies et des concepts non sexistes qui reflèteront la complexité de l'expérience humaine, y compris celle des femmes, que pourront se reconstruire des théories plus concluantes sur la reproduction des sociétés. Les écoles ménagères. On continue d'affirmer qu'avant la Révolution tranquille, les jeunes Québécoises devaient fréquenter les écoles ménagères. Et pourtant, on sait depuis 1982, par l'étude de Nicole Tivierge, une historienne de Rimouski, écoles ménagères et instituts familiaux, que les jeunes filles qui fréquentaient ce type d'établissement scolaire ne constituaient que 12% de la clientèle scolaire de ce niveau d'études. Je pourrais continuer longtemps. Les recherches en histoire des femmes ont permis de mettre en évidence de nombreux phénomènes importants qui demeurent toujours invisibles dans les ouvrages de synthèse, les monographies et les documentaires. Je vous avoue que c'est un peu désespérant. C'est pourquoi j'ai proposé dans mon dernier livre, Pas d'histoire les femmes, réflexion d'une historienne indignée, des textes variés écrits lorsqu'un article, un livre, un film, un documentaire, un anniversaire oblitèrent la réalité des femmes, leurs écrits et leurs gestes politiques. Moi, j'envoie des articles au Devoir. Des fois, ils publient, mais des fois, ils ne publient pas. Mais moi, je les garde. Cela est particulièrement vrai dans le champ de l'histoire politique, voire constitutionnelle, où les actions ou les opinions des femmes, qui sont très nombreuses sur ce thème, l'histoire constitutionnelle, restent encore complètement invisibles. J'ai présenté un mémoire à la commission Bélanger-Campeau. Je pense que personne ne l'a lu. Est-il possible de modifier le récit historique? Il faut accepter d'introduire de nouveaux concepts. Il faut modifier les analyses et élargir le sujet de l'histoire pour y incorporer les femmes.
une historienne américaine, Joan Scott, a proposé un cadre fort simulant celui du genre. Il ne s'agit pas, qu'on fait trop souvent, de remplacer le mot sexe par le mot genre. Il s'agit de proposer un cadre large qui comporte plusieurs éléments. Des symboles culturellement disponibles, des concepts normatifs, doctrines, codes, règlements, lois, etc., des rapports de pouvoir, institutions, organisations sociales, marché du travail, système politique et des processus d'identité personnelle. Il s'agit donc de toute une série de phénomènes qui agissent simultanément et dans toutes les sphères de la société. La lecture de Joan Scott permet de remettre en question toutes nos idées. Sa principale affirmation reste « le genre est le champ premier au sein duquel le pouvoir est articulé ». C'est une question très complexe et je me contenterai ici de citer un peu longuement Joan Scott. Les liens entre les régimes autoritaires et le contrôle des femmes ont été bien observés, mais n'ont pas été étudiés à fond. Voici 4 exemples. Au moment critique de l'hégémonie jacobine pendant la Révolution française, à l'heure où Staline s'est emparé du contrôle de l'autorité, lors de la mise en œuvre de la politique nazie en Allemagne, lors du triomphe de l'ayatollah Khomeini lors de la révolution iranienne. Dans toutes ces circonstances, les dirigeants qui s'affirment légitiment la domination, la force, l'autorité centrale et le pouvoir souverain en les identifiant au masculin. Les ennemis, les outsiders, les subversifs sont identifiés au féminin et ont littéralement traduit ce code par des lois qui mettent les femmes à leur place, leur interdisant la participation à la vie politique au moment de la Révolution française, en déclarant l'avortement illégal en URSS, en empêchant le travail salarié des mères en Allemagne nazie, en important des codes vestimentaires aux femmes en Iran. Ces actions et leur programmation ont peu de sens en elles-mêmes. Dans la plupart des cas, l'État n'avait rien d'immédiat ou de matériel à gagner sur le contrôle des femmes. Ces actions ne peuvent acquérir un sens que si elles sont intégrées dans une analyse de la construction et de la consolidation du pouvoir. A contrario, il pourrait être possible d'examiner la réalité historique en recherchant des circonstances où les femmes ont démontré leur capacité d'agentivité. Ce concept, qui vient d'être réactivé dans la recherche historique, il traduit le mot anglais « agency », permet d'analyser autrement des épisodes de l'histoire où les femmes ont été actives alors que leurs gestes sont complètement invisibles dans leur livre d'histoire. Je vais donner rapidement 3 exemples. Les femmes de seigneurs. Le régime seigneurial a beaucoup fait fantasmer les historiens. Ils ont donc aimé ça. Pierre-Georges Roy, un historien du début du 20e siècle, a multiplié les publications sur les familles seigneuriales. Il ne parle jamais des femmes de seigneurs. Pas un mot, des fois une ligne. Elle a eu 12 enfants, je fais de même. Or, un historien de Sherbrooke, Benoît Grenier, avec Catherine Charon, a mis en évidence le rôle actif des femmes de seigneurs en Nouvelle-France. Le tiers d'entre elles ont maintenu le domaine, géré les liens avec les censitaires, vu à l'établissement des enfants, fait fructifier le patrimoine. Certes, dans les sociétés pré-industrielles, l'exercice du pouvoir au sein de la famille est étroitement lié aux contingences juridiques et aux normes patriarcales. Mais la connaissance du rôle joué par les femmes dans les activités économiques de la famille, en particulier les femmes mariées, échappe le plus souvent aux historiens. Benoît Grenier a étudié aussi les femmes procuratrices en Nouvelle-France. Il en a trouvé 266. Elles permettent de mieux comprendre le fonctionnement du couple dans un contexte colonial marqué par l'absentéisme masculin. L'analyse des actes de procuration octroyés aux femmes, combinée à une étude prosopographique de nature sociodémographique, révèle les enjeux et les circonstances de ce transfert circonstanciel de pouvoir. Voilà quelque chose d'intéressant qui pourrait être dit quand on parle du régime seigneurial. Les ménagères au temps de la crise économique. Les années 30 figurent dans la mémoire collective comme les années de la crise économique. Les livres d'histoire s'attardent habituellement aux actions et inactions des divers gouvernements pour faire face aux problèmes. Mais pendant ce temps-là, des milliers de familles faisaient face seules aux difficultés de la vie quotidienne. Et l'étude de Denise Baillargeon permet de montrer que ce sont les femmes qui maintenaient la famille en vie, qui trouvaient la nourriture, qui multipliaient les petits boulots et qui s'arrangeaient pour que ça fonctionne. Mais ça, cette information-là ne figure pas dans les livres d'histoire.
Le déclin de l'Église après 1950. Je cite ici une collègue, Lucia Ferretti. On dit toujours qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Église a commencé à s'affaiblir sous les coups de butoir de la modernité. Le refus global, la grève de l'amiante, la contestation intellectuelle du duplessisme, cité libre, etc. Pour moi, c'est elle qui parle, tout cela n'est que marginal. Ce qui est fondamental, au contraire, c'est qu'après la guerre, moins de jeunes filles de milieux populaires, tant à la campagne qu'à la ville, choisissent de devenir religieuses parce qu'elles choisissent de se marier, de fonder une famille et d'essayer de conquérir le bonheur ici-bas. Toutes ces jeunes filles humbles, on ne leur reconnaît jamais de rôle historique. Or, en n'entrant plus en congrégation, elles sapent à sa base même la capacité de l'Église de s'insérer dans le social. Ce sont elles qui vont faire que l'Église ne sera plus capable de suivre et qu'elle devra concéder l'espace social à l'État. Ce sont les jeunes filles qui n'entrent plus en communauté qui ont coupé l'Église de sa base et non pas Paul-Émile Bourdieu. Lorsqu'on fera l'exercice de tenir compte de l'action des femmes dans tous les secteurs de notre vie nationale, on pourra la réinterpréter d'une manière plus vraie. Force est de constater que l'invisibilité historique des femmes a été construite à force de ne pas parler des femmes, de ne privilégier que les actions des hommes, de ne pas voir la gentilité des femmes. L'histoire des femmes n'est donc pas une entreprise anecdotique. Il ne s'agit pas d'ajouter des phrases, des paragraphes, des photographies, des chapitres, des mentions dans l'index, des encadrés dans les livres d'histoire. C'est un projet ambitieux qui doit comprendre 3 volets. Le premier volet consiste à constituer un savoir rigoureux sur ce que les femmes ont fait dans le passé, sur leurs conditions de vie, sur les normes qui leur étaient imposées, sur leur participation effective aux soi-disant événements de l'histoire. Ce savoir a été constitué depuis plus de 40 ans par les thèses, les articles, les monographies, les synthèses dans ce nouveau champ de l'histoire qu'est l'histoire des femmes. Les bibliographies sont devenues interminables. L'histoire des femmes est devenue un domaine de spécialisation reconnu et même scientifiquement valide dans la corporation éditoriale, même si son statut reste encore marginal. Le second volet de ce projet demeure la réflexion théorique sur l'histoire des femmes. Cette base conceptuelle est indispensable pour donner à l'histoire des femmes l'ampleur, la profondeur et la signification qu'elle doit avoir. J'en ai donné ce soir un bref aperçu. Et c'est ici que le concept de genre, tel que développé par l'historienne américaine Joan Scott, est stimulant. Il constitue un instrument intellectuel riche pour proposer de nouvelles analyses sur toutes les questions historiques, pour se délivrer des oppositions binaires qui semblent vouer les femmes à la réalité de nature, pour saisir le pouvoir des mots, des concepts, des théories, des sous-entendus philosophiques dans la construction du discours historique. Mais au bout du compte, cette entreprise n'est encore qu'à ses premiers balbutiements, tant la force des anciennes conceptions continue. Découvrir la mémoire des femmes comporte finalement un 3e volet, la formulation d'une nouvelle connaissance du passé de l'humanité. Nouvelle parce qu'elle ne repoussera jamais les femmes à la marge, mais les considérera toujours comme indispensables à la compréhension de l'histoire globale. Disons que ce projet peut être considéré comme une utopie. Les historiennes en parlent depuis 4 décennies, mais sa réalisation demeure encore problématique. On en conviendra, c'est une entreprise démesurée, mais ce n'est certes pas une raison pour ne pas l'amorcer. En citant librement Gramsci, on pourrait dire que ce projet doit être envisagé avec le pessimisme de l'intelligence, mais aussi l'optimisme de la volonté. Il faut commencer par accepter de changer ses idées. J'espère que mes propos pourront y contribuer. Au bout du compte, il semble bien que le fait d'inscrire les femmes dans l'histoire ait produit des résultats paradoxaux. D'une part, un développement colossal, mais d'autre part, un statut encore marginal. Eliane Guébin, une historienne belge, exprime très bien ce paradoxe. L'invisibilité passée des femmes fait irrésistiblement penser à l'invisibilité présente de l'histoire des femmes. Un statut marginal, mais aussi toujours suspect d'idéologie, comme l'a bien montré Joan Scott. Parce que finalement, l'introduction des femmes dans l'histoire demeure fondamentalement un projet politique. Un critique, que je ne veux pas nommer, a déjà accusé le collectif Clio de terrorisme intellectuel et d'épistémologie contraceptive.
Si l'on devient terroriste en affirmant « les femmes sont dans l'histoire », les femmes ont une histoire, les femmes font l'histoire, je proclame que je suis fière d'être terroriste. Car j'ai la ferme conviction qu'une partie de l'histoire qui se fait, de l'histoire qui s'enseigne, et que la totalité de l'histoire qui se consomme exprime l'idéologie contraire. Les femmes n'ont pas de signification historique, les femmes n'ont guère influencé le déroulement de l'histoire, le point de vue des femmes n'est pas indispensable à la compréhension de l'histoire. Ces affirmations ne semblent pas idéologiques parce qu'elles expriment ce qu'on nomme faussement le sens commun. En réalité, il n'en est rien. Les affirmations du discours scientifique traditionnel expriment les modulations variées de la subjectivité masculine qui se présentent aux yeux de tous avec les apparences de l'objectivité. À la mort de sa mère, Jean-Paul Desbiens écrit « Le père meurt et l'on passe en première ligne, car le père est le lien avec l'histoire. La mère meurt et l'on devient orphelin, car la mère est le lien avec la vie. » Quelle dichotomie invraisemblable! Si la vie n'est pas dans l'histoire, où donc est-elle? N'est-ce pas cette division tout artificielle qui fait que le rapport obligé qui produit la vie et qui est indispensable à l'histoire a été exclu pendant des millénaires de l'histoire qui s'écrit et qui se dit, comme de la mémoire qui s'est construite, le plus souvent sans les femmes. Le chantier est ouvert, il faut construire l'histoire des femmes pour transformer la mémoire collective. Merci.